Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast Survivre à l'échec. Je suis Tosina Dedi et je suis accompagnée de Nicolas Lemaire. Et aujourd'hui, nous accueillons un invité impactant, Jean-Christophe Maisonneuve, qui est l'auteur de ce livre, La performance d'une vie. Il était athlète de haut niveau et il a eu un accident. Et il a décidé que cet accident n'allait pas être une fin en soi, mais un nouveau départ qui lui permet d'aujourd'hui d'être préparateur mental et aider tellement d'autres personnes. Merci d'être là, Jean-Christophe. Nous sommes très, très ravis de t'accueillir parmi nous. Vraiment super d'avoir accepté cette invitation. Ouais. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un petit peu de ton parcours ? Yes, merci pour l'invitation, merci pour l'énergie que tu mets, Tocine. Alors moi, j'aime bien dire que j'ai eu 3 vies. Effectivement, tu en as évoqué une petite partie. J'ai eu 3 vies. J'ai été rugbyman de haut niveau, à l'époque où ce n'était pas encore professionnel, mais j'ai quand même joué en première div. Et là, c'était, je jouais pour le collectif, je jouais pour les autres, et c'est ce qui me plaisait dans le rugby. Après, j'ai travaillé 20 ans, 20 ans dans le commerce et la distribution. J'ai managé des équipes de vente, j'ai dirigé des magasins, des régions de magasins, des réseaux de magasins. Et donc là, j'ai managé pendant 20 ans, j'ai dirigé les gens vers la performance, vers la rentabilité. Et puis, effectivement, il y a quelques années, il y a 8 ans de ça maintenant, alors ce n'est pas moi qui ai eu un accident directement, c'est un accident de vie. C'est mon fils qui a eu une leucémie à l'âge de 15 ans et qui a traversé ça, mais avec une facilité absolument déconcertante. Alors peut-être qu'on l'a aidé, sa mère et moi, mais en tout cas qui a traversé ça et qui m'a fait réfléchir à ma carrière, à mon rôle sur cette terre et ce que je pouvais faire et ce qu'on peut faire avec la volonté, avec sa motivation. Et aujourd'hui, effectivement, je suis préparateur mental. J'accompagne des sportifs, des entrepreneurs. Je suis marié, j'ai 2 enfants, maintenant 23 et 20 ans, un garçon et une fille. Et voilà. Alors, moi, justement, j'allais te poser la question par rapport à ton activité, parce que c'est le jour et la nuit entre le avant et le après. Parce que j'imagine que tu avais managé pas mal d'équipes, pas mal de gens. C'est vrai que la grande distribution, c'est quand même assez intense. Et là, tu te retrouves à diriger finalement des gens en grand nombre. Et puis là, tu te retrouves finalement tout seul. C'est quoi qui t'a conduit ? Alors, on a entendu tout à l'heure la maladie de ton fils. Est-ce que ça a vraiment fait le déclic pour passer à la suite ? Oui, en fait, je me suis rendu compte que pendant mes 20 ans, j'ai suivi une carrière presque par opportunité, de façon automatique, sans être réellement maître de ma vie. C'est pas moi qui décidais. Alors, j'avais l'impression de maîtriser ce que je faisais, mais en fait, les promotions, les changements de poste, les changements de boîte dans lesquelles j'ai travaillé, j'avais l'impression que c'était moi qui générais ça, et en fait, c'était une suite d'opportunités. Même si je suis passé du textile, du retail, en passant par Apple, et j'ai fini directeur retail chez L'Oréal. Donc c'est vrai que le gap entre un directeur retail chez L'Oréal et passer coach ou préparateur mental, le saut est... En plus, tu gagnais, j'imagine, très bien ta vie, j'imagine. J'avais un salaire à presque 6 chiffres. Donc effectivement, c'est un projet de famille. C'est-à-dire que le changement... Et en même temps, on sortait d'une période... Moi, je me suis arrêté de travailler chez Apple. J'ai coupé pour m'occuper de mon fils. Là, je l'ai suivi pendant 1 an et demi. Et j'ai vu ce qu'on est capable de faire, encore une fois, avec la volonté, avec la motivation. J'ai vu qu'il ne s'est jamais considéré comme malade, qu'il a été skié pendant sa maladie. Enfin, c'est un truc que les médecins n'avaient jamais vu. Il a dit « je veux aller à la montagne ». On nous a dit « protégez-le, mettez-le sous des plaids et tout ». Et il faisait 6 heures de ski par jour, alors qu'il sortait de chimio. Et donc, c'était juste incroyable. Et je me suis dit, mais voilà, il y a une façon de dépasser les choses qui nous arrivent et de ne pas les subir et de dire, je ne veux pas être malade. Et je suis peut-être malade, mais j'ai le destin dans mes mains. C'est la raison pour laquelle C'est la raison pour laquelle, derrière, effectivement, quand je suis retourné chez L'Oréal,
où là, on vous pressure un petit peu, il faut la rentabilité, il faut appuyer, il faut que les gens, il faut qu'ils produisent, il faut qu'ils fassent ça, il faut qu'ils fassent ça, sans se poser la question de ce qui leur plaît, de ce qu'ils ont envie de faire. Et ça a été pour moi impossible de retourner en entreprise à ce niveau-là. C'est comme si tu t'es rendu compte que ce que tu faisais avant n'avait pas vraiment de sens. Et ça. Là, tu voulais donner un sens à ta vie. Donc, on va dire que ton fils a été la première personne que tu as préparée mentalement. Que j'ai accompagné, mais je pense qu'il m'a donné une belle leçon. Ah, c'est lui. Mais c'était dans les deux sens, peut-être. T'aurais fait ce choix si ça n'était pas arrivé ? Passer le cap, je ne suis pas sûr. Je me posais des questions. On sait, passer la quarantaine, on commence à réfléchir sur sa carrière. Je me posais des questions. Est-ce que j'étais vraiment à ma place, etc. Mais ça a vraiment commencé quand il était malade, que je le regardais et je me dis, il y a quelque chose d'important dans la vie, quoi. Qu'est-ce qui est important dans la vie ? Lui, il risquait sa vie tous les jours, parce qu'il y a eu un risque... quand on a une leucémie, on peut ne pas s'en sortir. Et donc, ça remet en question en tant que parent, en tant qu'observateur, en tant qu'accompagnant. On se dit, mais en fait, moi, rétrospectivement, où j'en suis par rapport à ça ? C'est quoi mon rôle sur cette terre, quoi ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je laisse comme trace ? Et qu'est-ce que j'ai envie de laisser comme trace ? Et là, il y a plein de questions qui se posent. Alors, c'est marrant parce que pendant cette année et demie où je l'ai accompagné, j'ai pas trouvé de réponse à ces questions pour moi. Tout était focalisé sur lui. C'était de l'accompagner pour lui. Donc, et lui, il avait très bien compris qu'il y avait des choses qu'il contrôlait, d'autres qu'il ne contrôlait pas. En plus, c'est un sportif aussi. Depuis son plus jeune âge, il a été entraîné par la Fédé de tennis. Il a été sélectionné au hand. Il a été sélectionné au PSG en U17 en hand. Donc, il allait rentrer dans une carrière professionnelle. Et puis, tout s'arrête pour lui du jour au lendemain. Mais il avait très bien fait le tri. Ce que je ne contrôle pas, j'y touche pas. Donc, la leucémie, la maladie en tant que telle, j'y touche pas. Par contre, les protocoles, tout ce que je dois respecter, toutes les piqûres, les myélogrammes, la chimio, etc., il avait décidé de l'accepter sans rechigner. Donc, en l'acceptant, c'était beaucoup plus facile à vivre. Et ça a été une leçon absolument incroyable. C'est intéressant ce que tu dis. Donc, effectivement, le podcast, c'est un échec qui, quelque part, t'a réveillé par rapport à te connaître toi et savoir où tu en étais. Et aussi, ton fils, je pense qu'il a dû développer quand même une certaine force parce que, justement, il s'est retrouvé face à cette difficulté. C'est ça. En fait, l'échec, pour moi, c'est un apprentissage. Et cette période que j'ai vécue avec lui, et je pense lui pour lui, ça a été une véritable période d'apprentissage. Il n'est pas ressorti pareil. Alors oui, il avait 15 ans et de ses 15 à 17 ans, il a vécu une adolescence un peu particulière. Bien sûr. Il a passé son temps à l'hôpital, des allers-retours. Son année de seconde, il l'a passé entre l'hôpital et la maison. Il avait des profs qui venaient à la maison pour lui donner des cours, sachant qu'il n'a jamais redoublé. C'est-à-dire qu'il était... Donc il était bon élève. Il était bon élève avant. Les profs lui ont fait confiance sur ce qu'ils avaient vu sur les quelques heures qu'il avait par semaine. Parce qu'en gros, il avait 3 matières, maths, français et physique, parce qu'il voulait s'orienter en scientifique. Mais les profs ont dit, pour nous, il a la capacité de passer en première, mais ça va être dur. Et puis, il est passé en première. Effectivement, il s'est retrouvé dans les derniers de la classe. Il bossait jusqu'à 1h du matin. Il en pleurait, mais il s'est accroché. Il a eu son bac français. Il a eu son bac en terminale. Et là, il vient de terminer son master. Donc mentalement, c'est une machine. Non, mais le sport l'a aidé, j'imagine, aussi. Oui. Quand je disais tout à l'heure, il avait très bien compris ce qu'il pouvait contrôler, ce qu'il ne pouvait pas contrôler, là où il devait mettre son énergie. Ça, c'est des réflexes de sportif. Mais pour revenir par rapport à ce que tu disais, si j'ai bien compris, tu as commencé cette nouvelle activité quand tu avais plus de 40 ans. Oui, j'avais 48 ans. Et justement, même si tu avais une grande expérience auparavant, c'était tout nouveau. Est-ce qu'il y avait vraiment des obstacles que tu as dû franchir ou justement que tu as dû que tu as rencontré tout simplement ? Oui, alors, on ne quitte pas une boîte où on est directeur retail comme ça, en claquant des doigts. C'est un vrai projet de famille, j'en ai parlé à ma femme. Ouais. Parce qu'effectivement, tu le disais tout à l'heure, on passe d'un très bon salaire à on repart de zéro. Et c'est un risque. Maintenant, qu'est-ce que c'était comme risque par rapport au risque qu'on avait eu de perdre notre fils un an avant ?
c'était presque rien, quoi. On pouvait tenter sa chance et ça ne remettait pas en question. Donc on a relativisé. C'est pour ça que je te dis, si je n'avais pas vécu cet événement avec mon fils, est-ce que j'aurais eu suffisamment de recul pour relativiser et passer ce cap-là? Je ne sais pas. Donc ta famille a été d'un grand soutien pour t'aider? Ma famille est d'un grand soutien pour m'aider, heureusement. Et ton fils, il a guéri complètement après? Oui, une leucémie, on en guérit. C'est pas comme un cancer où il y a des rémissions. La leucémie, on en guérit. Et donc, il y a 5-6 ans sur lesquels il est en observation. Et au bout des 5-6 ans, on te dit si tu es guéri. Il est guéri, ça fait 8 ans. Ouais, il a même fait le marathon de Paris l'année dernière pour se prouver que, qu'il est capable. Est-ce que tu peux nous définir ton métier? Qu'est-ce que tu fais? En tant que préparateur mental, aujourd'hui, j'accompagne principalement des sportifs, mais beaucoup d'entrepreneurs, parce qu'on s'aperçoit qu'un entrepreneur est quelque part un champion qui s'ignore. Je les accompagne à révéler leur potentiel, à révéler, à être capable d'exprimer pleinement, ou plutôt d'exprimer leur intérieur plein. C'est-à-dire, on est tous aujourd'hui empreints d'une histoire. On a vécu des choses qui nous limitent ou qui nous poussent, enfin qui nous permettent d'avoir des compétences, des ressources. Mais d'un autre côté, ce qu'on a vécu, nos croyances, notre histoire, nous amène à avoir des doutes sur certaines situations que n'ont pas d'autres. Pourquoi? Parce que justement, il y a quelque chose qui nous freine, et c'est ce quelque chose que j'essaie de mettre à jour pour le transformer en force. Donc là, en fait, finalement, tu résolves des problèmes de plein potentiel. Tu essaies de trouver le plein potentiel des gens pour arriver à ce qu'ils atteignent leurs objectifs, c'est ça? C'est ça. Et est-ce que tu peux nous dire justement quel genre de problématiques tu vois qui sont assez récurrents chez les entrepreneurs? Parce qu'on dit souvent entreprendre... Tu sais, souvent, alors il y a deux sons de cloche là-dessus, c'est soit c'est cool, tu te laves à 11h, tu bois des cafés en terrasse, et puis ensuite tu fais chill sur la plage, ou le deuxième son de cloche où tu travailles 15 heures par jour, tu gères des équipes. Donc évidemment, il y a un peu de les deux. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? L'entrepreneur, il a une charge mentale énorme. Moi, j'ai vu la différence entre, même si j'étais directeur commercial, où il y a quand même un poids de responsabilité, mais quand je suis passé directeur de moi-même, en tout cas directeur de toi-même, entrepreneur, la charge elle est tout autre. Je gère pas les mêmes millions, je gérais pas les mêmes sommes, ni le même nombre de personnes, mais par contre la pression que je me mets moi sur ma réussite, j'ai utilisé le mot pression. Elle est inconsciente, mais on essaie de se libérer de tout ça, mais elle est présente. Parce qu'on a envie de bien faire, parce qu'on projette ce qu'on voudrait être, et en fait la réalité elle est ce qu'on est, et il y a souvent un décalage. Il faut avoir conscience du chemin. Le chemin, c'est pas une ligne droite vers sa vision, vers son objectif, c'est un chemin sinueux. Ça monte, ça descend, ça tourne. Il y a des moments c'est plus compliqué, il y a des moments c'est plus facile. On sait qu'il y aura des obstacles, mais au départ on ne le sait pas. Donc tout ça, ça aide, en fait, c'est pour vraiment que l'entrepreneur prenne conscience que la route ne va pas être facile. Généralement, il s'en rend compte tout seul. Il se dit, là, j'ai peur, là, je doute, là, j'ai un plafond de verre, là, est-ce que je suis vraiment à ma place, là, est-ce que je ne devrais pas faire marche arrière? C'est surtout ces problématiques-là. Et pour qu'on comprenne bien, tu fais des exercices pratiques, tu travailles sur des visualisations mentales, qu'est-ce que tu Alors fais? ça, c'est la boîte à outils. Déjà, il y a la prise de conscience de tous les problèmes. Ensuite, il y a ce que j'appelle le retour en arrière, c'est-à-dire de mettre en exergue la peur du moment, ou le doute, ou la situation, par rapport à quelque chose de vécu. Parce que tout vient de là. On est aujourd'hui très peu capable de se dire, ce que je vis là, c'est une situation que je dois considérer avec le recul nécessaire, comme la situation dont elle est présente. Je risque pas ma vie, je risque pas de mourir, sauf que on a vécu quelque chose dans notre passé qui nous rappelle et qui amplifie ce sentiment et cette émotion de peur, de doute, qui donne l'impression qu'on risque notre vie. On parle souvent de cerveau reptilien, c'est ça? C'est ça, qui lui génère les émotions. Et aujourd'hui, moi, mon objectif, c'est de maîtriser ce cerveau reptilien
et d'aller chercher plutôt le cortex préfrontal qui est le fameux « je pense, donc je suis ». Ah oui. Les entrepreneurs qui te contactent, ils sont à quelle étape? Est-ce qu'il y a un point commun ou un déclencheur qui fait qu'ils réalisent leur besoin de faire appel à tes services? Souvent, c'est quand ils sont dans le dur qu'on fait appel à moi, un peu comme les sportifs, c'est-à-dire que moi j'aimerais bien qu'on m'appelle quand tout va bien, ou qu'un sportif m'appelle quand tout va bien. Mais c'est souvent quand il a manqué de lucidité, quand il a perdu confiance, quand il s'est mis à craquer, etc. Un entrepreneur, souvent, il m'appelle parce que là, changement de situation, il s'installe, il se met à son compte, par exemple. Il y en a un autre, c'est j'ai un plafond de verre, j'ai monté ma boîte, ça s'est développé très vite pendant 3 ans, 4 ans, j'ai tant de salariés, etc. J'ai atteint un chiffre d'affaires, mais aujourd'hui, pour passer un cap supérieur, ça me fait peur, parce que ça veut dire plein de choses, plein de sacrifices perso. Donc, ils ont des peurs. En fait, c'est ça. C'est la période de leur vie où il y a un élément qui va les faire douter sur quelque chose dans leur job. Ça peut être, encore une fois, un manque de temps, un problème de gestion qui amène une surcharge mentale, qui les empêche de dormir, qui fait qu'ils sont fatigués, qui sont limite burn-out. Ça, c'est souvent des périodes où on m'appelle. Et encore une fois, je ne suis pas psy, donc je gère aussi. Et il faut bien doser à quel moment j'interviens. C'est pour ça que j'aime bien aussi intervenir quand tout va bien. Et du coup, les échecs, est-ce que c'est vraiment des points de blocage qui reviennent souvent dans les accompagnements que tu fais auprès des entreprises? Alors, oui, dans le sens où, sur ce que je disais tout à l'heure, sur une peur ou un doute ou un syndrome d'imposteur, enfin le fameux, il se cache derrière souvent un échec. Je repense à une avocate avec qui j'ai travaillé, qui m'a appelé parce qu'elle s'installait à son compte. Elle a travaillé des années en cabinet avant. Et puis, un jour, elle m'appelle et puis elle me dit, voilà, je m'installe, je commence mon cabinet et bon, voilà, j'ai des doutes sur des gros dossiers. Et quand je creuse, je me suis aperçu que dans un gros cabinet dans lequel elle était, elle avait fait une grosse boulette sur un dossier. Et c'était passé, ça avait été rattrapé par les associés, etc. Mais ça l'a marqué, elle. Et donc, ça l'a fait ensuite. Et aujourd'hui, elle se dit, si je me retrouve face à cette situation, comment je gère ? Elle ne passait pas le cap de cette erreur-là. Elle n'arrivait pas presque à se pardonner ou en tout cas à apprendre de cette erreur. Tu crois qu'on est tous faits de la même manière ? Ou est-ce qu'on a des capacités plus ou moins grandes à survivre et à surmonter les échecs ? Ces capacités-là, elles viennent de ton histoire. Est-ce que tu penses qu'un échec, ça te construit ou ça te détruit ? Est-ce que tu penses que comment tu réagis à l'échec peut le transformer en atout ou finalement te détruire ? Est-ce que c'est noir ou blanc comme ça ? Alors en fait, dans toute situation, il y a du noir et du blanc. Il y a des avantages et des inconvénients. Le monde est fait comme ça. Sauf qu'il y a certaines personnes qui vont mettre le focus sur les inconvénients de ce qu'ils ont fait. Et du coup, ils ne vont voir que ça. Quand tu décides d'acheter une nouvelle voiture, par exemple, et tu te dis, tiens, je voudrais... Et dans la rue, pendant une semaine ou pendant le temps où tu as envie d'acheter ça, tu vas voir que ça dans la rue. Ah oui, c'est vrai. Tu vas en voir tout le temps. Là, c'est pareil. Si tu fais le focus sur quelque chose qui ne va pas, comme par exemple, tu bosses dans une boîte, tu as un patron ou un collègue chez qui tu perçois des choses qui ne te plaisent pas. Il te met la pression, ou en tout cas, peut-être qu'il te donne des dossiers ou qu'il t'a empêché de partir à l'heure ou d'avoir un jour de congé un jour. Tu vas commencer à focaliser sur les trucs qui t'embêtent, sur ce qui ne te plaît pas chez lui. Et puis, tu vas voir que ça. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé avec les petits copains et les petites copines, mais quand ça commence à ne plus aller, généralement, on fait le focus et on ne voit que ça. C'est vrai. Je te donne un exemple. Moi, il y a eu une période où, avec mes enfants, ils ne rangeaient jamais leur goûter. Et c'était pénible. Donc, à chaque fois, il y avait le bol, la cuillère, les céréales, tout le truc qui traînait. Et donc, tu rentres le soir, tu es crevé, tu n'as qu'une envie, c'est de passer Et tu leur dis, vous n'avez pas rangé votre goûter. Donc, tu répètes ça tous les jours. Puis un jour, ils nettoient tout. Ils font nickel. La cuisine, elle est nickel. Sauf qu'ils ont oublié une cuillère. Une petite cuillère. Ils l'ont oublié. Sur le drame. Et là, tu rentres le soir et tu dis, vous n'avez toujours pas rangé votre goûter. Et alors qu'ils avaient fait l'effort et tout, et toi, tu ne vois que la cuillère. C'est exactement la même chose avec un échec. C'est-à-dire que si tu te plantes quelque part, et un échec, encore une fois, c'est pas que se planter, c'est aussi peut-être faire un mauvais choix, c'est peut-être
Voilà, c'est pas forcément aller là où tu as envie ou là où tu voudrais être. Ouais. Eh ben, si tu fais le focus sur la frustration que génère le fait de ne pas être là où tu voudrais être, tu vas ruminer ça en boucle. Et plus tes pensées vont tourner sur ça, plus tes émotions de frustration, d'anxiété, de déception, de manque de perte de confiance, etc., vont arriver. Et là, l'échec, il prend de l'ampleur. Et c'est quoi qui te motive alors au quotidien aujourd'hui? C'est quoi ton leitmotiv quand tu accompagnes des gens de cette typologie-là? Eh bien, c'est que je sais qu'on peut voir la vie autrement. Je sais qu'on peut transformer tout ce qui nous arrive en quelque chose de super positif. Que c'est beaucoup plus agréable de regarder le positif, d'aimer les gens, plutôt que de renchérir sur de la colère ou de la... comment on appelle ça? Rancune. La rancune, ouais. Ouais. Et qu'on est fait pour aimer, et pour aider, pour transmettre et pour aider l'autre à grandir. Donc, c'est ça qui m'anime. Mais pour toi, si là, tu devrais t'adresser aux entrepreneurs, quel conseil ou quel exercice tu leur demanderais de faire pour essayer d'améliorer leur santé mentale, leur bien-être au travail? Il y a un premier truc déjà qu'on peut faire, c'est que quand on se lève le matin, on a le choix de choisir son état d'esprit, l'état d'esprit dans lequel on va passer la journée. Ouais, c'est un peu la technique « je vais bien, tout va bien », c'est ça? C'est ça. Parce que ça a un véritable impact. On peut se lever en disant « Oh, j'ai mal dormi, j'ai mal au dos, le matelas était nul, etc. » Ou « J'ai pas arrêté de penser au boulot. » Et là, tu peux être sûr que ta journée, elle ne va pas être top. Se lever le matin en se disant un espèce de mantra positif. Moi, j'en ai un que m'a inspiré David Laroche, qui est une phrase qui est absolument incroyable, c'est « Comment je peux apprécier encore davantage le côté extraordinaire de ce que je vis maintenant ?» Mais je peux la chanter le matin. Comment je peux apprécier encore davantage le côté extraordinaire de ce que je vis maintenant? Et je le répète, mais dans ma tête. Aujourd'hui, en 10 secondes, je me le répète, je ne cherche pas de réponse, mais il n'y a que des termes positifs dans cette phrase. Comment je peux apprécier encore davantage le côté extraordinaire de ce que je vis maintenant, donc ça me ramène au présent. Et ça, c'est... on a un ami commun qui est du club Édouard VII, qui m'appelle le matin en me disant « Je vais passer une putain de bonne journée. » Voilà, lui, c'est son truc. Ouais. Il a trouvé son mantra et ça change l'énergie que tu mets dans ta journée. Mais on parle de David Laroche, justement, qui est coach, qui est connu, qui est visible sur les réseaux depuis longtemps et qui est, on peut dire coach. Et c'est vrai que c'est un mot un peu galvaudé, on l'utilise un peu à travers. Les gens ne savent pas trop vraiment un coach, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. Est-ce que tu peux nous dire les stéréotypes ou les trucs, les malentendus qu'il peut y avoir autour de ça? Alors, les coachs ne sont pas des gourous. Il y a une émission sur Netflix sur Tony Robbins qui est I'm not a guru et qui est extraordinaire. En fait, c'est ça, le problème, c'est qu'il y a eu pas des abus, mais il y a eu de tout comme coach. Tout le monde a été nommé coach ou s'est autoproclamé coach. On ne sait pas trop quelle est la formation, d'où ils sortent, ce qu'ils font, entre ceux qui embrassent les arbres, ceux qui parlent aux morts, ceux qui... Je ne critique pas, mais il y a de tout. Donc, en fait, derrière coach, il y a une spécialité, il y a quelque chose qui est plus réel. Préparateur mental, on a failli tomber dedans parce qu'il y a une formation universitaire qui, elle, est en train de valider le cursus. Donc, ils sont en train de verrouiller la préparation mentale auprès des fédés de sport, etc. Et puis, il y a eu la préparation mentale faite en ligne, donc par des organismes qui avaient le RNCP, qui étaient reconnus, mais qui, pour les universitaires, sont un peu du bullshit, quoi. C'est vrai qu'on parle de préparateur mental, il y a eu les JO qui sont passés, on a en tête justement préparateur mental sportif pour l'aider à accomplir justement la réussite dans son sport. Mais c'est vrai qu'on pense rarement, ou en tout cas très rarement à l'aspect... À l'entrepreneuriat, effectivement, on pense beaucoup aux sportifs. Mais est-ce que tu penses que quand le mental va bien, le reste suit? Est-ce que c'est vraiment le plus important? Alors, je t'aurais dit oui il y a quelques années. Et avec mon expérience, après avoir accompagné
pas dire des centaines, mais pas loin, des centaines de sportifs et d'entrepreneurs. Il y a des gens qui ont besoin d'aller bien dans la tête pour que tout aille bien. Et il y a l'inverse. Il y a des gens qui ont besoin d'être bien dans leur corps pour que leur tête aille bien. Mais on ne peut pas contrôler C'est pas l'un un avec équilibre. l'autre. Justement, c'est pas Bien un sûr, équilibre. bien sûr. Après, il faut maintenir cet équilibre. Mais je te donne mon exemple. Je me suis cassé la rotule en début d'année. J'ai glissé sur une plaque de verglas. Voilà. 2 jours de glace à Paris, je me casse la rotule. J'ai eu donc 2 mois d'immobilisation. Je peux te dire que le mental, il faut s'accrocher pour essayer de... Donc j'ai testé tous mes outils, hein. J'ai tout testé. J'ai fait de la visualisation, j'ai fait de... Bon. Et puis après, là, il y a la rééducation qui commence. Donc on est content de reprendre, de recommencer à bouger, etc. Et puis boum, je reglisse, je passe à travers une terrasse. Enfin, j'ai enchaîné. T'as pas trop de chance, t'avais pas trop de chance là. C'était pas mon... J'étais mis à l'épreuve. J'étais mis à l'épreuve. Donc c'était vraiment pour tester tous mes outils. Et là, pareil, dans le premier quart d'heure, entre guillemets, je recommence à zéro, je reviens de reperdre 6 mois, enfin, c'est l'horreur. Et puis en retravaillant sur le corps et en me disant, voilà, je commence à marcher, je commence à faire mes exercices, etc., je peux me déplacer, la tête va mieux. Et c'est pareil, moi, c'est énormément lié. Les pertes de poids, on le voit beaucoup dans les gens qui sont accompagnés pour perdre du poids. La perte de poids va faire qu'ils vont reprendre confiance en eux. Il y a énormément de choses qui passent par le corps. Mais je dis ça parce que j'ai un auteur, une personne qui parlait du fait que, étant entrepreneur, il y a une dimension psychique ou mentale au gain d'argent. Ça veut dire qu'une personne qui est habituée à avoir 3 000 € et qui a un mental pour 3 000 € par mois, si tu lui donnes 10 000 € ou si elle réussit à avoir 10 000 €, elle va très vite perdre les 7 000 et gagner les 3 000. Donc, il expliquait que pour lui, il faut développer un mindset de 10 000 pour ensuite les accueillir et les conserver. Donc, je me demande si vraiment le mental ne détermine pas le reste. Alors, je vais te raconter une histoire. Ouais. J'aime bien les histoires. C'est l'histoire d'un entrepreneur que j'ai accompagné qui gagnait très bien sa vie. Mais vraiment très bien. Là, on n'est pas à 10 000 par mois, c'était beaucoup plus que ça. Et à la fin de chaque mois, il lui restait rien. Il était à zéro. Il n'arrivait pas à mettre de côté, il n'arrivait pas à investir, il n'arrivait pas. Et puis, il me dit, c'est un problème. Aujourd'hui, je ne sais pas, et je viens de voir pour ça, je n'arrive pas à gérer. Donc, lui, il pensait que c'était parce qu'il c'était un flambeur, parce qu'il n'avait pas confiance, qu'il avait besoin de matériel, etc. On a creusé. Et on s'est rendu compte que dans son enfance, c'est un Réunionnais, et il a été élevé par sa mère. Et sa mère lui répétait tout le temps, tu sais, mon fils, les riches, c'est des gens égoïstes, c'est des gens qui pensent qu'à eux. Il ne faut pas que vous soyez comme ça, les enfants. Et lui, il a entendu ça toute son enfance. Et évidemment, il a monté sa boîte, il a réussi, mais il ne voulait pas ressembler à ce que l'image d'un riche que sa mère lui avait donné. Et du coup, ce qu'il a fait, en mettant de la conscience sur l'idée que j'ai d'un riche ne dépend pas de moi. Je ne suis pas à l'origine de cette pensée. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'en fait, il a offert un espèce de petit bungalow au bord de la mer à La Réunion à sa mère, dont c'était le rêve. Et là, du jour au lendemain, pour la mère de cet entrepreneur, c'était « Vous avez vu mon fils, il a de l'argent, mais regardez, il m'a offert ça, il est généreux, il est gentil, etc. » Donc pour lui, ça a complètement modifié sa perception de l'argent par rapport à l'image qu'il pensait que ça pouvait avoir. On dit souvent que l'enfance y joue beaucoup, justement, dans cette pensée limitante. Bien sûr, c'est pour ça que je parle beaucoup de l'histoire et c'est l'histoire qui nous construit comme on est aujourd'hui. C'est ce qui génère notre unicité. On est tous uniques. On peut avoir la même formation, le même parcours, on va tous vivre des choses différentes. Et même au sein d'une même fratrie, vous pouvez avoir 4 enfants, les éduquer de la même façon. À un moment, vous allez dire quelque chose aux 4, et ben les 4 vont réagir à cette chose-là de façon différente. Il y en a un qui va être ultra motivé, l'autre ça va pas le toucher, l'autre il va être complètement détruit, et l'autre peut-être qu'il aura un peu plus confiance ou qu'il va se mettre à pleurer ou je sais pas quoi. Mais c'est quoi toi justement par rapport à ça, parce que
Tu parles d'inspiration, mais finalement, toi, tes inspirations, c'est si tu avais des références à nous donner, tu vois, de livres, de vidéos, de personnages, ce serait qui, ce serait quoi? À part mon livre. À part ton livre, oui, bien sûr. Achetez ce livre, vous aurez toutes les réponses. Des personnes qui m'ont inspiré. J'en ai parlé. Tony Robbins et David Laroche ont été des personnes qui ont été à une période. D'accord. C'est-à-dire que ça correspond vraiment à cette prise de hauteur. Moi, je suis sur la prise de hauteur de la vie. Après, qui m'a inspiré, j'ai quelqu'un. Alors, moi, je vais prendre des exemples. J'ai 2 managers dans ma carrière qui m'ont inspiré et qui m'inspirent encore. Parce qu'ils représentaient, ou ils représentent, ce que j'aurais aimé être en tant que manager, et c'est ce vers quoi j'ai tendu à être pendant toutes mes années de manager. C'est-à-dire permettre à l'autre de grandir, permettre à l'autre de se révéler, permettre à l'autre d'utiliser son potentiel. C'est ce que je fais aujourd'hui. Mais en tout cas, ils m'ont marqué pour être des personnes comme ça. Et la personne qui m'a formé à la préparation mentale, qui est aujourd'hui un ami, est quelqu'un d'inspirant pour moi, parce qu'il incarne vraiment ce qu'il forme. Enfin, les choses qu'il dit, les choses qu'il fait. Et ça, c'est très inspirant pour moi. Je retourne un petit peu parce que j'ai envie de connaître la fin de l'histoire. Donc, on se rend compte qu'il voulait tellement pas ressembler au mauvais riche qu'il a donné tout son argent à sa maman, ou plus ou moins. Enfin, tu me diras, comment est-ce que tu l'as aidé? Quelle a été la solution pour que cette personne sorte de là? Tu sais, alors, là, je vais utiliser le mot coaching parce que c'est une posture. Ouais. Une posture de coach, elle est quand même particulière. On pose des questions, on fait prendre conscience aux gens. On leur fait prendre conscience des choses qui sont cachées, quelque part. On est un peu l'effet miroir. Le préparateur mental a, en plus de ça, une boîte à outils qui permet d'aller travailler spécifiquement sur deux, trois des leviers, exactement, comme le manque de confiance, la motivation, la fixation d'objectifs, la concentration, tous ces trucs-là, on le travaille. Mais comment j'ai fait? En fait, en lui faisant prendre conscience des choses, c'est déjà réglé 50% du problème. Donc, quand lui a découvert que c'est sa mère et que sa pensée sur l'argent était liée à ce que sa mère lui disait, il a pris conscience qu'il n'était pas à l'origine de cette pensée, et donc ça ne dépendait pas de lui. Et du coup, il a lâché prise sur cette pensée-là. En fait, c'est modifier les croyances des gens. Il y a tout un processus ou un protocole qu'on utilise soit en PNL, soit dans la préparation mentale, qui permet de modifier des croyances pour les transformer et en faire quelque chose de positif. Mais combien de temps ça dure? Combien de temps il faut pour justement passer d'un aspect 1 à un aspect 2 ou... Ça peut être rapide. Hein. La prise de conscience, elle peut être instantanée. Et entre le moment où tu as conscience et le moment où tu arrives où tu es transformé. Typiquement, l'exemple que je donnais, le fait qu'il soit passé à l'action rapidement pour acheter ce bungalow à sa mère au bord de mer, le fait qu'il lui ait offert, il me dit, écoute, c'est incroyable. Elle m'a décrit comme quelqu'un elle m'a jamais décrit comme ça. Elle est hyper heureuse. Et il me dit, le deuxième effet qui se coule, c'est que je me débarrasse de ma mère 6 mois de l'année. Donc, le malin. Voilà. Donc, il a pris de la distance par rapport à ça. Et ce que je veux dire, c'est que c'est un symbole fort, c'est-à-dire qu'il a pris de la distance. Elle a pris de la distance, elle n'était plus dans ses basques en permanence. Donc elle était 6 mois de l'année dans son bungalow, mais lui, en plus, il s'est détaché de tout ça et de l'influence qu'elle avait pu avoir sur lui en termes de croyances, en termes de messages qui sont passés. Et donc aujourd'hui, il arrive à gérer son business, et en tout cas, il a pris le pouvoir en fait sur sa vie. Il a pris le contrôle de sa vie en prenant conscience que ses pensées sont pas elles peuvent être liées à une histoire et en même temps il peut s'en créer des nouvelles. C'est ce que j'appelle le rayon de soleil. Le rayon de soleil, c'est que sur un fait, vous avez un rayon qui peut être naturellement l'impact de ce que vous avez vécu. Donc naturellement, je vais penser à un truc négatif parce que quand j'ai vécu ça déjà une fois, ça me fait penser à ça. Mais on se dit, tiens, cet événement-là, je peux le voir différemment.
Un entrepreneur qui se dit, bah, tiens, je suis invité à un séminaire, je flippe parce que j'estime que je ne suis pas légitime pour passer. Pourquoi cette boîte-là, elle syndrome de m'invite? Ça, c'est souvent ce qu'on entend, ce qu'on rencontre aussi nous-mêmes. Ouais. Voilà. Et il y a quelque chose qui fait qu'on pense à ça comme ça. Et là, le premier réflexe que j'ai, c'est de leur dire, OK, donc tu imagines que si on t'invite, parler devant 100, 200, 300 personnes, etc., ça ne va pas être un exercice facile, que tu ne mérites pas ça, etc. OK, imagine les choses différemment. Si on t'invite, c'est que tu as les compétences, c'est que tu as les ressources pour le faire. C'est que les gens croient en toi et qu'ils pensent que ça peut intéresser les gens. Si on te demande de passer sur scène, pense que ce sont des gens qui sont là pour t'écouter, non pas pour te détruire ou pour t'envoyer des pics. Donc, c'est des gens qui sont intéressés. Donc, essaie de leur partager, de leur transmettre quelque chose. C'est quelque chose de super positif. Prends plaisir à partager ça avec eux. Et puis, au final, la façon, du coup, le comportement qu'on va avoir sur cette situation de séminaire, ça va pas être « je vais être les bras croisés, je vais faire mon truc et je vais me barrer le plus vite possible après ». Ça va être je vais profiter de ce moment. Je vais partager le plus possible. Donc finalement, être entrepreneur, c'est prendre des risques. Parce que c'est vrai qu'on parle, évidemment, le podcast parle de survivre grâce à l'échec, ou en tout cas survivre après l'échec. Mais qu'est-ce que tu penses de ça, justement? Est-ce que tu penses qu'il faut justement prendre des risques et aller de l'avant, même sur des choses sur lesquelles on n'est pas confort? Oui, l'objectif, il est de sortir de cette zone de confort, pour l'agrandir. Un échec, c'est quelque chose qui est en dehors, parce que en dehors de la zone de confort, c'est la zone d'échec. Quand on ne sait pas, il faut bien trébucher. Et on s'est tous plantés. On a tous chuté quand on ne savait pas marcher. On a peut-être, quand on a enlevé les roulettes du vélo à 3 roues, là, et à un moment, on est peut-être tombé. On a recommencé. Pour rebondir, je vais encore raconter une histoire, une anecdote, c'est que quand tu prends 2 familles qui élèvent leurs enfants, et tu as un enfant d'une famille où tu as le père qui est là et dit « Allez, on est premier au poteau là-bas à gagner ». Donc il va challenger le gamin. Et hop, on va courir ensemble. Alors moi, je suis pas de nature à le laisser gagner facilement, donc je vais plutôt être devant, etc. Et puis à un moment, il va gagner. Alors que de l'autre côté, l'autre famille, ça va être « Oh, on court pas sur le trottoir, tu risques de tomber. Ouais. Reste de ce côté-là, va pas trop vite. » Et ça va donner 2 personnes différentes. Et pourtant, on a les mêmes capacités au départ. C'est ça. Donc c'est ça l'échec. Il est relatif par rapport à la façon dont on aborde ça, dont on aborde cet apprentissage. Du coup, moi, de ce que tu dis et des autres podcasts qu'on a pu avoir, l'environnement est très important parce que ça détermine qui on devient. Et soit l'environnement dans lequel on a grandi nous a façonné, mais c'est quelque chose qui peut changer en fonction des personnes dont on s'entoure. Par exemple, en parlant avec quelqu'un comme toi, cette personne, elle a des prises de conscience et puis elle est transformée. Et est-ce que tu penses que l'environnement est la chose la plus importante qu'un entrepreneur peut avoir, ou tu ne mettrais pas ça à cette place-là? Je pense que c'est très important. La plus importante, je ne sais pas, mais c'est très important et ça fait partie d'un tout. On dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. C'est sûr que si demain je fréquente que des entre guillemets, que des losers ou des gens qui n'ont pas de mindset de croissance, des gens qui sont là où ils sont, qui se disent que la vie elle est comme ça, qui se remettent pas en question, etc. Moi, ça va pas m'inspirer à aller chercher plus haut, à aller chercher différemment. Alors que si je suis avec des gens pour qui il n'y a pas de limite, pour qui tout est possible, je vais dire s'ils sont capables, etc. Je vais être inspiré, je vais y aller. Oui, bien sûr. C'est exactement ça. C'est ce qu'on voit souvent aux États-Unis quand on a des parents qui parlent à leur enfant en disant « t'es le meilleur, tu peux tout faire, rien ne peut t'arrêter au monde ». Ça donne des gamins qui ont confiance en eux. C'est quand même beaucoup plus agréable. Bien sûr. Effectivement, on a besoin de ça. Et là, quelle est la suite? Tu as aidé de nombreux entrepreneurs ou sportifs à regagner confiance en eux, à traverser un cap, etc. Quel est ton prochain but? Qu'est-ce que tu aimerais faire dans l'avenir? Alors, ma vision, ce serait de créer vraiment un mouvement. C'est-à-dire que ce que je fais aujourd'hui à petite échelle, là, je suis en train de construire une nouvelle offre justement sur la charge mentale de l'entrepreneur.
c'est de pouvoir le développer et de pouvoir aider le plus d'entrepreneurs possible à réaliser qu'en fait, ils ont des capacités incroyables. Donc, c'est de pouvoir ensuite travailler avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes pour rayonner le plus possible et montrer aux gens en fait que... You can do it. Ouais, que tu peux le faire et que tout est c'est possible. arrivé. Et d'ailleurs, si tu avais un conseil à donner à des gens qui veulent entreprendre, qui sont inspirés par ce que tu dis, par ce que ça peut faire rêver comme parcours, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Quels seraient les conseils que tu pourrais leur donner? Petit pas par petit pas. Que l'échec fait partie du parcours et que ça ne doit pas être un frein ni un stop, mais ça fait partie du chemin. Que tout, en fait, que la solution est en nous. En fait, on a tout en nous pour réussir. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton intervention. En tout cas, merci beaucoup pour nous avoir expliqué ce que tu faisais. Surtout, je trouve que c'est en tout cas assez inspirant. Et c'est vrai qu'on a tous tendance en tant qu'entrepreneur d'avoir des doutes et de se dire comment on peut faire, mais de savoir que justement ton métier existe et de savoir que on peut en bénéficier, c'est plutôt bien. Donc comment on peut faire et comment on peut te rentrer en contact avec toi? J'imagine que tu as des réseaux sociaux, que tu es accessible, tu travailles un peu partout, tu te déplaces, tu fais comment, en visio, en présentiel? Je fais au plus simple. Je fais du présentiel quand c'est facile et quand c'est accessible, surtout pour les clubs de sport. Un entrepreneur, en fonction, je sais que son rythme et son planning est souvent chargé, donc on travaille beaucoup en visio, même si généralement j'essaie de rencontrer la personne en visuel avant, parce que c'est important aussi de sentir, d'avoir le feeling avec la personne avec qui on travaille, dans les deux sens, j'entends. Mais oui, je suis sur les réseaux, je suis sur LinkedIn, sur Insta, sur Facebook, je suis partout. Tu nous as parlé d'un événement à venir, non? Je suis en train de créer une nouvelle offre, exactement, sur la charge mentale de l'entrepreneur, qui va sortir à la fin du mois de septembre. Ok. C'est un accompagnement en ligne, donc avec des vidéos en ligne, avec des exercices à faire, avec un coaching live en groupe une fois par semaine et un accompagnement individuel, pareil, une fois par semaine pour accompagner. On a hâte de voir ça en tout cas. En tout cas, merci de ta présence, merci à Tosit aussi. Voilà, alors, c'est la fin finalement de ce podcast. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Ça nous aide évidemment à l'algorithme et à mettre en avant ce podcast. Suivez-nous chaque semaine, il y aura un intervenant qui sera là pour parler de son expérience justement, pas forcément d'échecs, mais en tout cas de parcours de vie. Si ça vous inspire, n'hésitez pas surtout à revenir et je vous dis à très bientôt. Bye guys.